Bonjour et bienvenue sur Trek Storia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, tu vas bien? Nickel, et toi? Ça se passe. Il fait chaud sa mère. Les beaux jours sont revenus. Beau jour, ouais. Chez moi, il est pas censé faire aussi chaud que ça. Hein. Si, mais c'est... Bref. Eh ben, faut qu'on s'y habitue, parce que ça va être de pire en pire. Exactement, super. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, on parle du dernier film de la rétrospective des films de Premier Contact. Alors oui, il y en a d'autres, mais c'est la nôtre. Donc après Arrival, après Sphère, après Abyss, après La rencontre du troisième type, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait... Allez, grosses gags pas compétents. On a fait Le jour où la Terre s'arrêta. Après Le jour où la Terre s'arrêta, nous faisons Paul, un film de 2011 réalisé par Greg Mottola et dont le scénario c'est Simon Pegg et Nick Frost, que vous avez certainement découvert dans la trilogie Cornetto, affectueusement appelée la trilogie Cornetto, que sont Shaun of the Dead, Hot Fuzz, que j'adore, et Le dernier pub avant la fin du monde, très sympathique, mais des acteurs ont un peu souffert. Enfin, ils sont un peu plus vieux maintenant. Ouais. Voilà. Hot Fuzz, c'est vraiment une tuerie. Hot Fuzz, c'est une tuerie. Donc voilà, donc Paul, c'est un peu... pour moi, je le mets un peu dans le truc de la trilogie Cornetto, parce que c'est un peu ce qui englobe... C'est le film qui englobe cette trilogie qui était une déclaration d'amour pure et sincère au cinéma de genre, au cinéma nerd, à la culture nerd, qui est un des socles de la culture nerd. Et ben Paul, c'est sur les nerds et sur la SF en général. Moi, c'est un film que j'étais voir au cinéma, que j'avais bien aimé, et que, sans plus, mais j'avais bien aimé, je les regarde régulièrement pour me faire plaisir. Et toi, tu l'as découvert pour les besoins de cette émission. Dis-nous en plus, quel a été ton ressenti? Est-ce que j'ai trouvé le film très agréable. Ça m'a fait beaucoup rire. Bien sûr, c'est très méta. Ouais. Donc il y a des références toutes les 10 secondes qui nécessitent peut-être un deuxième visionnage. Voilà. Et j'ai vraiment aimé ce buddy movie, quoi. Ouais. Est-ce que tu t'es un petit peu reconnu? Ah, mais totalement. Totalement. Aujourd'hui, j'ai reçu mes tasses à café qui sont issues de la série Star Trek La Nouvelle Génération. Ah, voilà. Voilà. Donc, je me suis totalement reconnu dans ces deux geeks. Le film parle de quoi? Est-ce que tu peux nous faire le pitch du film? Alors, le pitch du film, c'est qu'il y a deux copains anglais qui sont amateurs de science-fiction et qui vont pour la première fois à la Comic-Con de San Diego, et notamment pour rencontrer leur auteur idole. Ça, j'aimerais bien en parler parce qu'il m'a beaucoup fait rire, et de faire un petit road trip en balisant tous les points qui ont façonné la SF de la culture de science-fiction des États-Unis, par exemple la zone 51, la mailbox et tout ça. Donc tous des spots pour faire une magnifique boucle de voyage. Malheureusement, en chemin, il y a un accident de la route au milieu de la nuit, et il ramasse le conducteur qui se trouve être un alien nommé Paul. S'ensuit toute une espèce de road trip, buddy movie, course-poursuite par des Men in Black, où t'as ces deux gros nerds avec cette espèce d'alien qui n'est pas vraiment un alien conventionnel, tout en l'étant complètement. Et voilà, et on parsème l'aventure de références geeks, de références au genre. Et voilà, c'est un film qui fait du bien. Ils sont poursuivis aussi par un fondamentaliste religieux. Aussi, ouais. Parce qu'il croise une fille qui est une fille de fondamentaliste religieux, et pour X raisons, dans le résumé ici, ils doivent partir avec elle, et du coup le père il a pété un câble et il a dit il part en mode américain, il part avec son shotgun, quoi. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors petit disclaimer, c'est important, parce que je trouve que c'est important de le faire. Nous ne sommes pas des critiques de cinéma, nous ne targuons pas d'être des critiques de cinéma. Ce que vous entendez là n'est pas une critique du film, mais simplement une appréciation du film. Tiens, ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins aimé. Ça n'en fait pas la qualité propre du film. Par exemple, on explique dans la rencontre du troisième type, Cyril et moi on s'est un petit peu ennuyés. Ça veut pas dire que le film est moins bon, c'est une discussion de passionnés, de nerds, avec nos failles, avec nos plaisirs. C'est une conversation de bar, en fait. Voilà, vous prenez ce podcast comme une conversation de bar, et tous les autres podcasts comme une conversation. On est des geeks, donc c'est pas vraiment une conversation de bar, mais voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Donc voilà, donc moi c'est un film que j'aime beaucoup.
et que je trouve très intéressant déjà pour la première chose, si on va parler des références. J'aimerais bien qu'on parle des références parce que c'est un film qui a été fait, donc c'est 2011, on n'est pas encore... Hollywood et la production américaine mainstream en général, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre, n'a pas encore intégré le dialogue référencé, le langage de référence comme un outil marketing, et donc on va l'utiliser en veux-tu en voilà, en faisant du name dropping pour faire plaire aux nerds. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on n'est pas encore dans la grosse vibe Big Bang Theory. Bah, même, je dirais, Big Bang Theory, ça reste quand même, c'est devenu un gros truc. Alors, Big Bang Theory le fait très mal, mais pour moi, ça a été à partir du moment où t'as eu les Gardiens de la Galaxie, 80s et Star-Lord, Stranger Things, tu vois, où ça restait fait par des passionnés, fait par des gars qui l'avaient vécu, mais ça a amené quand même une mouvance de le geek c'est chic, et du coup, c'est devenu une mécanique d'écriture, de faire des références. Un exemple dans la série Rookie, qui est une propaganda que vous pouvez trouver sur Netflix. Propaganda, pour ceux qui savent pas, c'est des séries ou des programmes de propagande destinés à valoriser les forces de l'ordre américains. Et c'est pour ça qu'on a toujours des séries sur les flics ou les pompiers ou les urgences chez les Américains. Ça s'appelle de la propaganda. Et dedans, il y a le nerd du groupe. Et le nerd, il fait, tiens, on va trop mater Star Wars 8 ensemble. Tu vas voir, c'est génial. Parce que c'est un nerd. Et donc, on cite le dernier Star Wars. Là, je trouve que c'est encore très pur, en fait, dans les références. Tu sens que c'est deux nerds qui ont pu mettre tout ce qu'ils voulaient, toutes les rêves qu'ils ont pu, avec ce côté de débordement de références. Mais tu sens que c'est premier degré. Tu sens que c'est des rêves qui leur parlent. Tu vois, quand ils s'amusent à jouer Star Trek avec la scène où ils font le Gorn. C'est deux gamins qui ont toujours voulu se faire plaisir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Surtout, ils fuient quand il y a les gens. Oui, c'est ça aussi. C'est ça. Et c'est encore des geeks à l'ancienne, donc les geeks qui puent, ceux qui sont pas à l'aise, ceux qui sont jugés. C'est pas les geeks nouveaux qui sont new generation dans les séries télé ou les films où ils sont stylés. En plus d'être passionnés, ils sont stylés, tu vois. Ouais. Donc c'est voilà. Un film d'amoureux. C'est ça. C'est un beau film d'amour et un film d'amoureux du genre. Je trouve que si t'as pas les rêves, tu passes. Le film il est sympa, mais vraiment sans plus. T'as pas eu ce sentiment? Oui. C'est clairement. J'en discutais avec des collègues de travail qui sont nés en 98, donc 2000-2010, qui avaient pas vu, par exemple, l'Histoire sans fin ou Hellraiser. Et je me suis dit, c'est con parce qu'un film comme Paul, il perd la moitié de la substance du film, quoi. Ouais, et du coup, si tu l'as pas, le film, je trouve que en soi, il est sympatoche, mais la question c'est est-ce qu'il est suffisamment fort pour générer un engouement de lui-même qui donne envie d'aller voir les références par la suite. C'est ça. Je mettrais un petit bémol, moi. Ouais, parce que moi c'est ce que j'avais au sortir du film, j'ai fait les références c'est cool, le film est sympatoche, mais voilà quoi, je l'ai quand même acheté parce qu'il m'a fait plaisir et je le regarde quand même plusieurs fois, mais aussi parce que les refs me parlent et ces gens-là me parlent aussi beaucoup. Les deux cakes, tu sais, quand ils ouvrent en peignoir dans la chambre d'hôtel. Oui. T'as fait, mais pourquoi tout le monde nous prend pour des gays, mais enfin... Mon petit canard. Exactement. Donc ouais, c'est un film qui est assez simple, qui est chouette en fait. J'invite les gens juste à aller le découvrir si vous êtes un peu nerd. Faites-vous plaisir. Alors, question premier contact. La raison du design de Paul. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est pas mal vu. Du fait que la propagande américaine est habituée les gens à regarder les extraterrestres comme ça. Voilà. Ça aide justement à un des personnages à pas tomber dans les pommes. C'est ça. Et donc pour petit rappel pour les auditeurs, le design de Paul, c'est le design le plus random shit de l'alien. Petit gris avec des gros yeux. Sauf que ils expliquent que comme il arrivait au début, donc dans les années 50, je crois. Ouais. En fait, dans un cas potentiel de rencontre entre nos deux espèces, il y a eu un travail de propagande qui a noyé la pop culture de ces visages d'aliens pour qu'on soit plus ou moins habitué en les rencontrant. Il y a même une scène où on voit Paul discuter avec Steven Spielberg. Ouais. Et qui du coup, lui, il a influencé toute la culture
populaire américaine, quoi. Donc voilà, à la base, ça devait être, je crois, ça devait être Spock qui devait faire l'alien. Ah, Leonard Nimoy. Leonard Nimoy, mais ils ont pris Seth Rogens. Alors j'aime pas cet acteur, j'aime pas son humour, mais je trouve que du coup le côté alien bon copain, plutôt que l'alien noble, tu vois, à la Leonard Nimoy, est beaucoup plus sympa pour un road movie. Bah, il y a un côté très Roger d'American Dad, hein. Ok, développe. Et ben, moi, la première fois que j'avais vu la bande-annonce du film, je me suis dit, ils nous refont American Dad. Sachant que ça fait partie de ces films, c'est cette époque de film où la bande-annonce contient toutes les bonnes références du film. Mmh. C'est-à-dire que j'ai été un peu déçu hier, je pensais que le film serait un peu plus transgressif par rapport à la bande-annonce que j'avais vue où il arrête pas de jurer. Ouais. Je m'étais dit, ça allait être un peu plus hardcore, quoi. Et à la Roger dans American Dad. Et je l'ai trouvé un petit peu poli. Mais est-ce que c'est parce que tu t'attendais à quelque chose et que tu l'as pas eu? Oui. Plus que parce que moi, quand je le vois, ben déjà les vannes sur la drogue, les joints et tout, ça m'amuse pas. Pour ça que je n'aime pas l'humour de Seth Rogen. Et en soi, je trouve que justement, c'est bien d'avoir pas forcément un alien qui jure comme un charretier, mais qui a plus ce côté humain, gros pote, que le côté South Park, tu vois, qui va insulter tout le monde. Moi, je préfère ça. Pour la page Wikipédia nous indique donc que Simon Pegg expliquait, donc attribution des rôles, la distribution du film mélange des personnalités comiques américaines et anglaises. À la base, Paul était bien plus âgé et grognon, une espèce de vieux grincheux. Paul était bien plus insouciant et moins désagréable que nous l'avions conçu au départ. Paul, dès que nous avons commencé à envisager Seth, Paul a évolué pour devenir une sorte de gnome à la Ferris Bueller. Donc même ça, c'est en gros une référence qui influence la vie de tous ceux qu'il croise. Seth lui a apporté beaucoup de jeunesse et d'énergie, une voix graveleuse et son incroyable talent comique. Et pour le coup, c'est vrai. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi qui n'apprécie pas forcément ce gars-là, les films avec ce mec-là, je trouve qu'effectivement, il donne une énergie que les deux acteurs n'ont pas, que Simon Pegg et Nick Frost n'ont pas. Il donne une énergie beaucoup plus, qui donne beaucoup plus de dynamisme, quoi. Alors, bon, il y a pas grand-chose en fait. C'est ça qu'on voit. C'est une fois que t'es sorti des refs et dire tiens, il y a ça. Qu'est-ce que tu retires du film, tu vois? Bah toi, tu voulais parler de la rencontre avec l'auteur? Oui, ah oui, bah voilà, la rencontre avec l'auteur. Alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que c'est une rêve. En gros, ils ont un auteur phare qui est l'espèce de nouvel Asimov de la SF. Et eux sont eux-mêmes auteurs et ils veulent faire lire leur truc. Et tu vois que le gars, il en a rien à foutre, il écrit des titres. Mais alors, ce que j'adore, c'est les titres des romans de SF. C'est vraiment des trucs. J'ai pas les noms, mais enfin, il faut aller lire les noms parce que c'est vraiment ces espèces. Quand tu entends les noms de la SF, c'est des noms de SF, mais vraiment ce côté tout pourri, quoi. Des années 80. Attends, j'ai quelques bouquins là-dessus. Enfin, genre Trublion et Tachyon. Tu vois, des jeux de mots, quoi. Ouais, des machins comme ça. Ça pourrait être que des aventures de Kirk, écrits par Shatner. Ouais. Tu vois, et c'est ce que j'aime, c'est la SF a souvent cette image de noble. Nous, on a réfléchi aux besoins de la galaxie, de l'humanité à travers l'océan, de l'infini, des étoiles. Et moi, je trouve que d'avoir mis ce mec-là et de pas avoir mis un Asimov, ou un Philippe K. Dick, mais d'avoir mis, en vrai, la SF, c'est des noms, c'est des trucs à coucher dehors, c'est des noms complètement débiles. Et qu'en plus, le mec, il te fait three tits. Tu sais, l'autre, il a sa BD avec une alien à 3 nichons. Ouais. Et tout le monde lui fait 3 nichons, awesome. Tu vois. 4, ça serait du vice. Et 4, ce serait du vice. Ben voilà, et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que c'est un truc qui est assez vrai. C'est, tu sais, ces espèces d'auteurs, pas forcément imbuvables, mais qui sont un peu déconnectés de leur public. Par exemple, moi, je l'ai vécu beaucoup avec les comédiens de doublage en France. Ils ont eu, à un moment donné, les comédiens de doublage ont eu un regain d'intérêt. Un regain d'intérêt, même pas un regain d'intérêt, on leur a donné de l'intérêt. En une fois extrêmement fort, on les a vus un peu partout. Et t'as eu cette première génération qui était une génération qui ne le vivait pas, qui ne savait pas comment le vivre parce qu'on les invitait dans des environnements qu'ils ne comprenaient pas, c'est-à-dire des gros trucs de nerd où t'as des mecs déguisés avec des épées en carton et tout ça. Et en plus, qui ne se souvenaient pas de l'apport culturel qu'ils avaient offert, enfin qui n'avaient pas conscience de l'apport culturel que leur travail avait fait. Tu sais, c'est pour nous, c'est toute nos vies, pour eux, c'est un mercredi, quoi. Oui.
Pour vous donner une idée, pour ceux qui ont grandi avec des BZ et que ça a été toute leur vie, etc., des BZ, une saison, je crois, ils faisaient ça peut-être en 2 jours, 2-3 jours max. Donc eux, c'est 2-3 jours de taf. Et nous, on projette ça. Oui, mais Vegeta, c'est trop bien. Enfin, tu vois. Et je trouvais qu'il y avait un peu ce côté, c'était le meilleur auteur qu'on pouvait leur mettre, c'est-à-dire ce mec en a un peu rien à foutre. Ça le saoule d'être là. Mais bon, c'est son public et il écrit et c'est pas de la belle SF quoi, c'est de la SF à trois nichons, c'est de la SF avec de femmes à trois nichons, c'est de la SF avec des noms à coucher dehors. Il faudrait que je retrouve les noms, mais voilà, ça j'ai trouvé ça assez vrai. Toi, t'as fait beaucoup plus de conventions SF, non? Oui. Du coup, mais c'est totalement ça, le délire. Ça, c'est bien retranscrit dans le film, cette ambiance des Comic-Con, des conventions. Ouais. C'est vraiment bien retranscrit. Mais je voulais revenir sur le thème du premier contact. Le film est très méta parce que tout le monde fait un premier contact dans ce film. Alors déjà avec l'extraterrestre, mais t'as des Anglais qui font un premier contact avec des Américains. T'as des gars du FBI qui font un premier contact avec les services secrets. T'as les Anglais qui font un premier contact avec les gros beaufs américains qui sont là pour leur casser la gueule. Et pareil avec les évangélistes, quoi. Il y a des premiers contacts un peu de partout, quoi. Totalement. Putain, je l'avais même pas vu, ça. C'est vrai que c'est génial. Et que c'est vrai que tout le monde est un alien pour tout le monde, en fait. Voilà. Du coup, c'est ça. Les Anglais sont des aliens pour les Américains sont des aliens pour les Anglais. Et le pays, tu vois, que même au sein même du pays, t'as des aliens partout. Non, franchement, c'est une très très bonne, très très bonne analyse. Et du coup, la thématique, ce qui va relier, si on suit ton idée, c'est que ce qui relie tous ces premiers contacts, c'est le choc de compréhension, de culture, de compréhension, tu sais, les Anglais passent pour des gays, les Américains passent pour des tarés aux yeux des Anglais, et que il y a toujours ce blocage de j'ai pas envie de te comprendre, t'es trop différent. Oui. Et qu'au final, Paul se révèle comme ça à Ruth. Ouais. Il se révèle par la confrontation, pas par nécessité, quoi. C'est ça. Et la seule rencontre qui se passe bien, c'est avec un enfant. Oui. C'est Paul qui croise un gamin dans un magasin de comics et et ça se passe bien. Et je pense que c'est parce que, enfin après c'est peut-être moi qui surinterprète, mais c'est parce que l'enfant se pose pas toutes les questions de tous les présupposés que t'es censé avoir. Tu vois, pourquoi on pense que les Anglais sont des gays? Parce qu'ils rassemblent l'ensemble des archétypes que les Américains vont trouver gays. Oui. Pourquoi les gros créationnistes sont des putains de bourrins? Bah, c'est parce qu'à leurs yeux, ils rassemblent tous les archétypes qui font qu'on leur dit OK, c'est des putains de bourrins. Etc. Et le gamin, il a pas encore ça. Lui, il est juste là, il fait non, c'est cool. Il se dit pas c'est un alien, ça veut dire qu'on n'est pas héliocentriste, tu vois, on n'est pas seul dans l'univers, on n'est pas anthropocentriste, machin. Il y a pas toutes ces questions. Il a juste vu une rencontre et la rencontre est sympa. C'est pas mal aussi sur le côté les pouvoirs de Paul. Ça change un petit peu de ce qu'on pouvait voir dans les extraterrestres. Il a le pouvoir notamment de guérir. C'est très christique, ça. Ouais. Pour bouffer les oiseaux. Ouais, et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est encore une fois de plus, c'est la SF à l'ancienne, c'est-à-dire que ce sont des pouvoirs un peu over the top. Enfin, il peut ressusciter les morts. En fait, ou les maladies, il guérit en transmettant sur son corps la maladie. C'est ça qu'il fait, et lui, il se régène beaucoup plus vite. Tu le vois avec l'œil. En fait, il transmet la maladie, le problème, il fait de l'œil sur lui. Il le transfère. Et lui, il se le transfère et puis il se guérit. Donc déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est des pouvoirs magiques au sens premier du terme, qui ont cette petite touche SF de il y a des pistes pour pouvoir les comprendre. Il fait le toucher Vulcain là. Oui. L'ensemble de mes connaissances. Il transmet l'ensemble des connaissances qu'il a. De ses connaissances et tout ça. En plus, et que tu vois que dans les connaissances, il y a 2 aliens en train de baiser, donc tu te fais enfin, c'est pas cool non plus, quoi. Avec des bruits de singes. C'est ça, quoi. Mais et il a d'autres pouvoirs. Il a le pouvoir d'être invisible. Mm-hmm. Ce qui est pas mal. Quand il retient sa respiration, et comme il fume, il peut pas la retenir longtemps.
Donc c'est ça que, ouais, et à nouveau, ça, je trouve, on retourne dans cette vieille science-fiction qui est, on sait pas comment ils font, mais c'est science, tu vois, c'est, ok, c'est un alien, il est capable de le faire. Il manquerait plus que les petits bruits là, wouh, 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 oui. pour qu'on se dise, ah oui, ok, on est dans les années 60. Mais à la fin aussi, quand tu vois les autres extraterrestres qui guérissent les soldats. Ouais. Il y en a un qui a de la barbe, ça m'a fait planer, quoi. Ah, c'est vrai, j'ai même pas vu celui-là. Il y en a un qui a de la barbe, mais mode grosse beubare du bled. Ok. C'était marrant. Ouais, Mais voilà, il y a plein de petites références comme ça dans le film qui suffit à lui-même sur le fond. C'est ça, et ça fait plaisir. Et à nouveau, c'est ça, ça fait plaisir à regarder, ça fait du bien. Tu sens que c'est premier degré, c'est toujours ça en fait. Hein, quand je reviens avec les films qui moi me marquent, ce sont des films qui sont premier degré, même s'il y a une conscience marketing, une conscience d'effet du travail. Genre si on fait ça, ça va plaire aux gens. Tu sens que ça a été écrit par des passionnés. C'est con, mais quand tu vois Paul la première fois, t'as Paul qui fait t'inquiète, j'ai pas de phaser sur moi. Il fait et vous avez des phasers en plus. Et tu fais enfin. C'est, ouais, la première ref restera Star Trek, tu vois. Une fois de plus, on est toujours là, on en revient. Hein. Mais, donc voilà. Alors moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Je suis pas sûr. Quand ils sont dans la Comic-Con, il y a une espèce de miniature diorama, je vais dire, avec une bagnole au milieu d'un truc de terre. Oui. Et pour toi, c'est une ref à quoi? Ben, je sais pas du tout, celle-là, je l'ai pas comprise. Parce que pour moi, je me demande si c'est pas rencontré avec le troisième type quand t'es à la scène de la bagnole. Bah, je me suis posé la même question, mais je suis pas sûr. Et parce que la voiture avait l'air quand même moderne. Ouais. Du coup, voilà, cette ref-là, on l'a pas. Donc dans les commentaires, si vous l'avez, n'hésitez pas. Ouais. Pareil, un truc aussi que j'aime bien parce que c'est on se marre, tu sais, on fait haha. Enfin, il y a plein de refs et en fait ils expliquent. Et ça, je trouve ça génial. Hein. Mais en fait, c'est comme Paul a influencé, comme l'Amérique avait besoin de se dire, dans le cas d'une rencontre entre nos deux espèces, on va noyer la culture américaine de l'image de cet alien gris avec des grands yeux. Comme ça, on serait déjà habitué. Et que Paul a influencé toute la culture populaire américaine, télévisuelle et cinématographique. Ça permet de mettre des références direct dans le film, notamment la révélation finale, pas le big boss, mais l'endroit où ils doivent se rendre. Oui. Qui à ce moment-là devient beau, mais pas parce que c'est une ref. Vous inquiétez pas, ça va vous paraître évident. Vous allez le reconnaître. et il arrive, et donc c'est la montagne de rencontre avec le troisième type. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est comme ça qu'un bon scénar te build up quelque chose en te faisant une ref et ça tombe pas un peu de nulle part, quoi. C'est super bien foutu. Et du coup, tu le prends à la fois de manière méta. Tu sais, l'émotion, elle est intradiégétique et extradiégétique. Elle est méta, mais aussi premier degré dans le film parce que tu vis comme avec des nerds le plaisir de vivre que tu vas dans un événement de référence majeur de la pop culture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est pas toi qui fais j'ai la ref. Oui. Et c'est pareil pour la scène du Gorn. Au final, bah ouais, tu te fais t'as moyen d'aller sur les lieux du tournage. Les fameux, avec un petit casque de Gorn, est-ce que t'as pas envie de faire le combat, quoi? Tu vois? Avec petit détail à la con hein, que j'aime beaucoup, c'est truc de nerd. Je prends un caillou et le caillou il est minuscule. Pour moi, c'est parce qu'il a pas la force, quoi. Donc, il a du muscle. Il est pas gros. Il est pas gros, il a que du muscle. Ça aussi, c'est un grand classique. Et le coup de l'Ewok. En plus, c'est marrant parce que dans les premières secondes du film, tu vois qu'ils ziotent une Ewok et tu comprends pas bien pourquoi. Et à la fin, tu comprends. C'est un fusil de Chekhov, quoi. C'est ça. Et pareil, quand je reviens avec ce truc des références où elle te fait, donc tu as la référence de la montagne de rencontre avec le troisième type qui est à l'intérieur du récit, puisque les deux héros ont conscience qu'ils sont en train de vivre en direct une référence
qui ont marqué leur enfance, quoi. Mais le film se permet aussi avec quand il dévoile le grand Manitou qui ne pouvait être personne d'autre que Sigourney Weaver. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait merci madame. Qui, à ce moment-là, là, c'est une référence qui est méta, puisque il y a que toi, qu'en tant que spectateur, que tu dis c'est Sigourney Weaver qui combat des aliens. C'est logique, tu vois. Et je trouve que ça, par contre, ce mélange de rêves, à la fois méta et en même temps premier degré, ça marche de fou, quoi. Ils ont super bien dosé. Donc voilà, je suis en train de chercher, il y a la liste des références dans la page Wikipédia, et je suis en train de chercher c'est quoi cette putain de bagnole. Et tu trouves pas? Comme je parle en même temps, c'est compliqué. Vas-y, développe quelque chose, développe un sujet. Du coup, on est sur du body movie, donc ça c'est aussi une référence aux années 80, qui mélange le road trip. Donc on est encore dans un mélange des genres qui est plutôt cool. Du coup, moi, ce qui m'a aussi j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'il veuille revoir la petite fille du début. Oui. Ça mettait un peu d'émotionnel dans tout ce délire, quoi. C'est vrai que ça rendait le personnage humain. Tu sais, jusque-là, il fait un peu trop je m'en bats les couilles, je concon, machin et tout, très égocentré en fait. Ouais, il est sympatoche, mais il est égocentré, et là, ça le rend profondément empathique, c'est beau. Bon, et les deux agents du FBI, là, qui sont complètement débiles, c'est deux nerds aussi, quoi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, avec Boyle, Boyle, pour ceux qui connaissent Brooklyn Nine-Nine, d'ailleurs, moi, c'est j'acte que c'est un cousin Boyle, hein, lui. Moi, j'ai ma théorie. Donc, pour ceux qui savent pas, Brooklyn Nine-Nine, c'est une super sitcom, on va appeler ça comme ça, série. Vous pouvez trouver sur Netflix. Netflix, ouais. Et dedans, il y a Joey Lo Truglio, qui joue l'inspecteur Boyle, qui est une espèce d'équivalent neuneux de Schrooge, si vous avez regardé The Office. C'est-à-dire un mec qui a des particularités qui le rendent très chelou, mais qui les tient d'une famille, qui fait que c'est genre, il arrête pas de dire oui, les Boyle, on est comme ça, on fait notre propre pain, il y a des cousins Boyle partout avec la super levure. D'ailleurs, j'ai ma propre théorie qui dit qu'en fait l'univers de The Office et de Brooklyn Nine-Nine sont le même univers, et qu'en fait les Schroots et les Boyle, au temps où ils étaient dans l'Europe avant la grande migration vers les États-Unis, étaient dans le même pays, et que les Schroots étaient les prédateurs des Boyle. Parce que quand tu regardes, c'est vraiment, il y a un truc, tu peux dire les deux, c'est genre ils viennent du même patelin et c'est un peu les prédateurs de l'autre, ça fonctionne bien. Et j'aime imaginer que du coup qu'à chaque fois que je le vois, soit c'est la vie d'un Boyle, dans Pitch Perfect, il y a l'acteur Joey Lo Truglio qui était un autre Boyle. Enfin, c'est Boyle quand il était à la fac. Et pour moi, là, c'est un des cousins Boyle qui est un agent du FBI. Et ouais, qui apporte beaucoup d'humour, qui n'a pas besoin d'être référencé, en fait. Et qui apporte beaucoup de tension aussi. Parce qu'il y a un moment où ils partent vraiment en couille. Là, je crois que c'est Bill Hader. Donc, oui. Qui lui, il va vraiment loin à la fin. Tu vois qu'il part en couille complètement, quoi. Qui est en mission d'extermination, et d'ailleurs qui meurt avec un joli cri de Willem. Ouais. Et, donc voilà. Donc ça c'est ça c'est vrai que eux ils apportent pas mal de trucs en dehors des multiples références. Pareil, je trouve qu'aussi que le développement des personnages est assez sympa sur. Tu sais, c'est la meilleure. Le truc des nerds, c'est que ça sort pas beaucoup, quoi. Tu vois, ça va pas vraiment à l'aventure. Et là, ils sont. Au début, tu le vois. Ouais, au début, tu le vois. Leur aventure aux États-Unis, on l'a fait. On est dans un hôtel avec des gros peignoirs bien confortables. Et là, ça part en couille dans tous les sens. Ils sont vraiment mis en dehors de leur zone de confort. Ils font face à l'imprévu. C'est ça. Et je trouve ça encore plus drôle quand c'est des gars comme ça, quoi. Oui. Tu sais, où déjà quand vas-y, tape un sprint, tu te marres, quoi. Enfin, tu vois. Quand elle croit que son père est mort et qu'elle court. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Et pareil aussi. Alors, il y a une petite rêve qui me fait marrer. Donc, quand ils ont vu, quand les deux, Nick Frost et Simon Pegg, ont découvert Paul, il y en a un qui Nick Frost s'évanouit. Oui. Et en fait, il vit extrêmement mal le fait de pas avoir su gérer la première rencontre, quoi.
Et en plus, il s'est pissé dessus, enfin vraiment la totale, quoi. Quand il lui explique, il fait j'ai toujours voulu rencontrer quelqu'un depuis que j'ai vu le film Mac and Me. Et, tu fais, c'était pas la bonne. Tu sais, tu t'attends à ce qu'ils disent E.T. et il te sort la contrefaçon dégueulasse. Allez voir l'épisode de Chroma là-dessus. Exactement. Si vous savez pas c'est quoi, moi c'est comme ça que j'ai découvert, mais Mac and Me, c'est l'épisode de Chroma sur YouTube, Mac and moi. C'est super drôle. Et c'est une espèce de E.T. pété, quoi. Et c'est là, moi je trouve que c'est là que tu as une précision d'écriture, parce que au-delà de la référence, quand tu vois la manière dont c'est écrit, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que t'as un personnage qui est censé expliquer quelque chose par rapport à son propre ressenti. Genre, j'ai eu une rencontre dans un film qui m'a donné envie de vivre cet instant, et je l'ai raté, j'ai pas été à la hauteur, quoi. Et ça, premier degré, même si t'as pas la ref, ça marche, parce que l'émotion est là. Oui. L'émotion est vraie. Et puis, ils te sortent là, et toi, tu t'attends à ce qu'ils te parlent, quand t'as les rêves de premier contact et tout, tu t'attends à ce qu'il va te sortir E.T., parce que c'est le film de j'ai un ami magique, quoi. Et il te sort Mac et moi, et quand t'as la rêve, tu te fais, oh là 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 là, c'est lourd. Et du coup, enfin, c'est extrêmement fin comme écriture, parce que il s'attend, en tant que spectateur, tu t'attends à une ref, et puis lui, il te fait un contre, et donc à la fois, t'as une scène qui est extrêmement touchante et profondément drôle. Donc voilà, ça c'est un bijou d'écriture. C'est un bijou d'écriture. Donc voilà, et on se rend pas compte, hein, c'est au détour d'une phrase. Hein, j'ai toujours voulu avoir une rencontre comme toi depuis que j'ai vu le film Mac and Me. Et voilà, et toi, tu te marres. Et en même temps, bah ouais, d'un premier degré, c'est dramatique, parce que c'est un gamin qui avait son rêve de gosse et qui pensait qu'il allait agir comme Elliot dans E.T. et pas du tout. Et c'est de la manière la plus ridicule, parce que ce qui à la base est un peu nul et graveleux, il tombe dans les pommes, ok, mais il s'est pissé dessus. Ce qui, après, en le revoyant, j'ai compris que ça permettait de faire des connexions, genre il se pisse dessus. Ouais, il y a deux nerds qui sont passés, il y en a un qui avait un pantalon plein de pisse, et c'est comme ça que l'agent Z arrive à faire les connexions. Donc ça reste bien écrit, mais c'est juste la blague, il s'est pissé dessus, tu te fais, ouais, bon, c'est pas très fin. Mais des trucs comme ça, tout ça devient légitime avec cette scène-là, en fait. Bah ouais, les gars, mec, je me suis pissé dessus, enfin, c'est la honte. Quand j'en reparlerai de ma première rencontre, et toi, t'as fait quoi? Je me suis évanoui et je me suis pissé dessus. C'est l'émotion. Ouais. Et voilà. Donc c'est un film que je conseille à tout le monde. Alors, on a spoilé, mais à nouveau, on n'est pas des critiques ciné, on n'est pas là, on est là pour parler des films qu'on a bien aimés sans s'interrompre, sans se brimer. Et moi, je pense que c'est bien. Alors, on va partir sur un autre sujet, mais c'est bien le spoil. Parce qu'on est arrivé trop dans une culture de l'ultra non-spoil, faut absolument pas spoiler, etc. Et quand tu regardes, par exemple, les grandes sagas du MCU, ils ont trop construit, genre la révélation d'un film était trop qu'il fallait absolument pas spoiler, était trop le gage de qualité d'un film. Alors que pour moi, un film, même quand il est spoilé, il arrive à te faire venir l'émotion. Oui, il reste bon. Voilà, la fin de Braveheart, je vais pas la spoiler. La fin de Braveheart, des révélations dans les films de Shyamalan, ce sont des révélations que tu le découvres. Fight Club, tu le découvres, c'est cool. Tu le découvres pas, tu le sais pas, enfin tu ne le sais, tu le sais d'avance, l'histoire est suffisamment bien écrite pour que ça t'accroche, en fait. Le film ne perd pas de valeur, au contraire, le film en gagne, parce que tu as conscience de cette mécanique, et du coup tu découvres comment ils y sont arrivés. C'est un truc que j'aime bien dire, on dit oui, c'était convenu, le gentil gagne à la fin. On s'en fout que le gentil gagne à la fin et que tu t'y attendais. Ce qui est intéressant, c'est comment il a gagné. Quels étaient les chemins parcourus pour qu'il gagne, et est-ce que ça t'a accroché, en fait. Et c'est pour ça que moi, je m'en fous que quand on aborde les films, on spoil parce qu'on est juste là à parler, on n'est pas là pour conseiller les gens sur des films. À nouveau, vous êtes, en tant qu'auditeur, vous êtes l'auditeur, j'allais dire aléatoire, mais c'est pas ça, qui assistait à une conversation de deux gros nerds sur la table d'à côté qui jouaient à Magic, et qui disent, alors moi j'ai vu ce film-là, et j'ai bien aimé, et vous assistez à ça, quoi. Donc voilà, je dis pas qu'il faut spoiler, mais c'est pour ça que moi je ne me prive pas de spoiler. Et ben je te remercie. Voilà. Une petite conclusion pour la fin ?
J'allais te piquer la tienne. Moi, on vient de finir l'arc des premiers contacts. Il y a sûrement d'autres films, mais j'avoue que, voilà, il y a peut-être autre chose qu'on pourrait aller explorer. J'ai entendu, alors ça, j'ai vu une petite nouvelle que Strange New World avait validé 5 saisons, mais ils en sont même pas encore sortis la 3e. Enfin, la 3e va sortir. Ouais, en juillet. Voilà, mais donc quoi, ils ont déjà tourné la 4 ou je sais pas. Ok. Donc c'est encore, ils valident mais sans valider, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, moi il y a Strange New World que j'attends. Et sinon, regardez des films, regardez des séries, lisez des livres. Moi il y a une série de bouquins écrits par Perry Rhodan. Oui. J'ai découvert, c'est un Allemand qui écrit ça. K.H. Schier et C. Darlton. Il y a des trouzaines de bouquins, mais alors je les ai pris parce que les titres m'accrochaient. L'ingénieur galactique et le messager des maîtres. C'est le tome 112 et 111. Hein. J'ai grandi avec les Perry Rhodan. Mon père les collectionnait. Ah, bah voilà. Et est-ce que c'est bien? J'ai pas encore lu, moi. C'est un peu redondant. C'est redondant? C'est un peu comme SAS. La saga de livres SAS. Voilà. Le truc avec les meufs à poil, là. Oui, voilà. Voilà. Okay. Ça aussi, il collectionnait, mon père. Ben voilà, donc je vous invite à regarder des séries, lisez. C'est quoi le truc de ces premiers contacts? Ce qu'on se rend compte, ce qu'on s'est rendu compte à travers les films, c'est que tous les films sont interconnectés, tous les films se parlent et ça se voit beaucoup plus dans les films de genre. C'est pour ça que je voulais terminer ça avec Paul, qui était un peu la synthèse de tous ces premiers contacts. De ses amours à ses premiers contacts. N'hésitez pas à regarder un film quand bien même il est en noir et blanc. On vous a fait Le jour où la Terre s'arrêta de 56. Ouais. Est bien infiniment mieux que son remake avec Keanu Reeves. On vous a parlé de la planète interdite. On vous a parlé de tout un tas d'œuvres de science-fiction, de thématiques de science-fiction. Découvrez. C'est tout ce que j'ai à dire, en fait. Découvrez. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller explorer, et pas forcément ce qui est récent, mais de prendre le plaisir archéologique d'étudier les origines des choses. Quand vous regardez La planète interdite, vous découvrez Star Trek. Oui. Quand vous regardez Le jour où la Terre s'arrêta, vous avez un monument de la cinématographique sur le début du macartisme, de la pensée de la guerre froide, de la peur de l'autre, et donc de ce que tous les aliens deviendront avant de se faire exploser joyeusement par Roland Emmerich dans Independence Day. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est de découvrir. C'est la seule chose la plus importante, c'est soyez curieux, découvrez des choses qui de base ne vous intéressent pas, mais ne les regardez pas simplement comme spectateurs, soyez acteurs de ces découvertes. Posez-vous des questions. On vous l'a prouvé avec le film Paul aujourd'hui. Vous prenez le temps, il y a une première couche, et il y a des multitudes de couches. Les références, c'est quoi, en fait? Les références sont des portes ouvertes vers d'autres choses. C'est pas juste une référence au troisième type. C'est une invitation à aller découvrir le troisième type. C'est pas une découverte, c'est pas une référence à Mac Enemy. C'est une référence à aller voir Mac Enemy et surtout à aller voir E.T. puisque Mac Enemy en est la contrefaçon. Etc., etc. Les références, c'est pas juste un marqueur social qui vous permet d'exister dans votre groupe et dire le badge Pokémon là pour pouvoir dire moi je peux les citer tous. Ce sont des portes ouvertes, ce sont des connexions vers un réseau surtout dans des codes comme le genre comme la science-fiction, l'horreur, la fantasy. Regardez Frazetta, le travail de Frank Frazetta, et allez voir Le Seigneur des Anneaux. Les deux sont directement connectés. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire, c'est soyez curieux. Soyez curieux. C'est ça que moi j'ai envie de générer dans cette émission, de découvrir les choses, d'avoir envie de comprendre ce qu'il y a derrière les choses, et ça c'est pour tout. Voilà. Voilà. Eh ben, je te remercie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
un nouveau podcast. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à les mettre un petit pouce en haut. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire comment vous avez découvert le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça nous intéresse toujours. Ouais. Voilà. Et je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt dans les étoiles. À bientôt dans les étoiles. Ciao. Ciao.